L'histoire d'aujourd'hui parle d'un gars, nommé Noah. Il a obtenu son diplôme universitaire avec mention, une double spécialisation, inscrit sur la liste du doyen, et il a payé lui-même ses études, tout du long. Le jour où il a traversé cette scène, ses parents n'étaient pas là. Ils étaient dans le jardin, organisant une fête pour sa sœur, parce qu'elle avait été élue vice-présidente de sa sororité. Il est rentré chez lui, portant encore sa toge et son mortier, a trouvé un mot sur le comptoir, et a mangé du poulet froid, seul à la table de la cuisine, pendant qu'il pouvait les entendre rire, dehors. Ce qu'il a fait le lendemain matin, et ce qu'il a construit dans l'année qui a suivi, c'est exactement la raison pour laquelle j'adore cette chaîne. Le jour de ma remise de diplôme, mes parents ont organisé une fête pour ma sœur. Je suis rentré dans une maison vide, avec un mot. Reste dans le frigo. J'ai mangé seul, en silence. Le lendemain matin, j'étais parti. 1 an plus tard, papa a laissé un message vocal. Je ne l'ai toujours pas écouté. Je m'appelle Noah. J'ai 27 ans. Je dirige un cabinet de gestion de patrimoine. J'ai une femme à mes côtés, qui est sincèrement la meilleure personne que j'ai jamais rencontrée. Et j'ai construit chaque élément de ma vie, à partir de zéro, pendant que ma famille ne regardait pas, ce qui, honnêtement, est logique. Ils n'ont pas regardé la majeure partie de ma vie, de toute façon. J'ai grandi dans une ville de taille moyenne en Caroline du Nord, le genre d'endroit où tout le monde mange dans les 3 mêmes restaurants, et agit comme si le stand de barbecue sur M Street était une sorte de joyau caché, même si le parking est toujours plein à craquer. De l'extérieur, ma famille avait l'air normal. Papa travaillait dans l'assurance commerciale. Maman était chef de bureau à temps partiel, dans un cabinet dentaire. Et puis, il y avait moi, et ma petite sœur, Élise. Élise a 2 ans de moins que moi. Et si vous demandez à mes parents, c'est pratiquement elle, qui a inventé la lumière du soleil. Écoutez, je ne fais pas partie de ces gens, qui mettent tout sur le dos de la rivalité fraternelle. Je comprends. Les dynamiques familiales se mettent en place de façon étrange, et les parents ne sont pas des robots. Mais, il y a une différence entre une légère préférence, et un effondrement architectural total, dans une seule direction. Chez moi, Élise était le soleil, et j'étais ce caillou qui flotte dans le noir, de l'autre côté du système solaire. Je ne pense pas que c'était intentionnel, du moins, pas au début. Élise était la bruyante, l'artiste, l'enfant qui chantait lors des réunions de famille, et qui arrivait à émouvoir des inconnus. Elle faisait du théâtre au collège, du cheerleading au lycée, le conseil des élèves, reine du bal de promo, la totale. Mes parents étaient au premier rang, pour tout ça. Une fois, maman a conduit pendant 45 minutes, sous un orage, pour assister au spectacle de talent d'Élise, où elle a chanté une chanson de Carrie Underwood. J'avais une compétition de cross-country ce même week-end, à 15 minutes de chez nous. Aucun des deux ne s'est pointé. Papa a dit qu'il avait oublié. Maman a dit qu'elle pensait que c'était la semaine suivante. C'était sur le calendrier du frigo, écrit à l'encre rouge. Je l'avais écrit là, moi-même. J'étais le garçon discret. De bonnes notes, mais pas exceptionnelles. Je faisais de l'athlétisme, je jouais un peu de guitare, je restais dans mon coin. Je ne causais de problème à personne, mais je ne faisais pas non plus le spectacle. Et dans ma famille, si vous ne faisiez pas le spectacle, vous faisiez partie des meubles. J'ai appris très tôt que demander de l'attention, c'était comme crier dans un canyon. On entendait sa propre voix résonner en retour, et c'était à peu près tout. Il y a eu une centaine de petits moments, au fil des ans, qui m'ont rongé de l'intérieur. Élise a eu une voiture pour son 16e anniversaire, une Honda Accord d'occasion, rien de fou, mais quand même une voiture. J'avais obtenu mon permis 6 mois avant elle, et on m'avait dit de prendre le bus, jusqu'à ce que je puisse économiser pour ma propre voiture. Quand Élise a été acceptée à l'université d'État, maman lui a organisé une fête surprise. J'ai découvert que j'étais accepté à l'UNC Charlotte, en ouvrant une lettre, seul au comptoir de la cuisine, pendant que tout le monde était sorti, pour acheter le gâteau de fête d'Élise. Je me souviens être resté là, tenant l'enveloppe, lisant le mot « Félicitations », alors que la maison était complètement vide. J'ai mis la lettre sur le frigo, moi-même. Elle est restée là pendant 2 jours, avant que maman ne la remarque, et dise « Oh, c'est bien, mon chéri ». 5 mots. C'est bien, mon chéri. Si je devais me faire tatouer toute mon enfance sur l'avant-bras,
en une seule phrase, ce serait ça. Mais, j'ai continué d'avancer. Je me suis dit que ça n'avait pas d'importance. Que j'allais construire quelque chose, qu'il ne pourrait pas ignorer. J'ai baissé la tête pendant mes années de fac, j'ai fait une double spécialisation en finance et en économie, j'ai gardé un travail à temps partiel dans une librairie près du campus, et j'ai obtenu mon diplôme avec mention. Sur la liste du doyen. J'étais fier de moi. Vraiment fier. Et peut-être, juste peut-être, ai-je pensé que ce serait enfin la chose, qui les pousserait à me voir. Le jour de la remise des diplômes était en mai. Il faisait un temps magnifique. Le genre de journée de printemps, où on a l'impression que l'univers nous donne un coup de pouce. Je me suis réveillé en ressentant quelque chose, que je n'avais pas ressenti depuis longtemps. Plein d'espoir. J'ai repassé ma chemise blanche, mis ma cravate, je me suis regardé dans le miroir, et j'ai pensé, aujourd'hui, ils seront fiers. Aujourd'hui, c'est mon jour. La cérémonie était à 14h de l'après-midi. Je l'avais dit à mes parents des semaines à l'avance, je leur avais envoyé les détails par message, j'avais littéralement imprimé le programme, et je l'avais laissé sur le comptoir de la cuisine, à côté de la machine à café, là où papa se tient chaque matin, comme un zombie confus. Attendant que la caféine le ressuscite. Ils avaient dit qu'ils seraient là. J'ai traversé cette scène, j'ai serré la main du doyen, et j'ai regardé dans la foule. J'ai balayé les rangées du regard, pour chercher mes parents. Je me suis dit que, peut-être, ils étaient au fond. Peut-être qu'ils étaient en retard. Peut-être que papa s'était garé sur le mauvais parking, parce que cet homme a le sens de l'orientation d'un pigeon égaré. Je me suis raconté une douzaine de petites histoires, pour expliquer cette sensation de vide, dans ma poitrine. Il n'était pas là. Attendez, laissez-moi intervenir ici. C'est votre hôte qui parle, pas l'auteur de l'histoire, parce que j'ai besoin que vous compreniez bien la situation, avant d'aller plus loin. Maman a conduit 45 minutes, sous un orage, pour un spectacle de talent. Elle ne pouvait pas faire 15 minutes, pour une compétition de cross-country. La lettre d'acceptation de Noah est restée sur le frigo pendant 2 jours entiers, avant que quiconque n'y prête attention. 2 jours, juste à côté de la machine à café, que son père visite chaque matin. Et ils appellent ça de l'amour. Je ne sais pas quel dictionnaire ils utilisent, mais je veux connaître la politique de retour. Attachez vos ceintures, car c'est dans cette prochaine partie, que l'histoire cesse d'être triste, pour devenir tout à fait autre chose. J'ai découvert plus tard, ce qui se passait, pendant que je traversais cette scène. Mes parents étaient à la maison, organisant une fête pour Élise. Elle avait été nommée vice-présidente de sa sororité. Vice-présidente d'une sororité. Et apparemment, cela méritait une fête complète dans le jardin, des banderoles, un gâteau de la boulangerie chic du centre-ville, et environ 20 de ses amis. Je suis rentré chez moi en voiture après la cérémonie, portant toujours ma toge, parce que je n'allais pas me changer dans un parking souterrain, comme une sorte de gremlin des diplômés. Je me suis garé dans l'allée, et j'ai vu des voitures partout. Et pendant une fraction de seconde, j'ai pensé, oh mon Dieu, ils m'ont organisé une fête surprise. Mon cœur s'est vraiment soulevé. Cet élan de chaleur, cette fraction de seconde où j'ai cru que, peut-être, je m'étais trompé sur toute la ligne, que peut-être, ils se souciaient vraiment de moi, et que c'était leur façon de se rattraper, pour avoir raté la cérémonie. J'ai franchi la porte d'entrée. La maison était vide. De la musique et des rires provenaient du jardin. J'ai traversé la cuisine. Des banderoles sur le porche arrière. Une bannière en rose et or, félicitations, Élise. Une table pleine de nourriture. Maman qui riait, avec les amis d'Élise. Papa au barbecue, portant ce stupide tablier avec l'inscription « Sergent du grill », qu'il trouve être la chose la plus drôle, jamais inventée par l'homme. Personne ne s'est retourné, quand j'ai ouvert la porte arrière. Je suis resté planté là, pendant peut-être 10 secondes. Cela ne semble pas très long, mais quand vous êtes là, dans votre tenue de diplômé, regardant votre famille célébrer le titre de sororité de votre sœur, alors que votre diplôme est encore chaud entre vos mains, 10 secondes, cela ressemble à 1 heure. Je me suis retourné, je suis rentré à l'intérieur, et j'ai trouvé un mot sur le comptoir. L'écriture de maman. Noah, des restes sont dans le frigo. Élise avait une grande nouvelle. Félicitations pour ta cérémonie. Bisous, maman. Félicitations pour ta cérémonie.
Comme si je venais juste de rentrer, d'un rendez-vous chez le dentiste. J'ai ouvert le frigo, il y avait une assiette de salade de pommes de terre, et quelques morceaux de poulet frit et froid. Je me suis assis à la table de la cuisine, toujours avec ma toge et mon chapeau, et j'ai mangé seul. Je pouvais les entendre à l'extérieur, les rires, la musique, la voix d'Élise, faisant ce truc qu'elle fait, où elle raconte une histoire, et la fait paraître comme la chose la plus excitante, qui soit jamais arrivée à quiconque. Je suis resté là, à mâcher du poulet froid, et à fixer le mur. Et quelque chose, à l'intérieur de moi, s'est tout simplement éteint. Pas de la colère, pas de la tristesse, juste le vide. Comme si quelqu'un avait trouvé la boîte à fusibles dans ma poitrine, et avait mis tous les interrupteurs, sur arrêt. J'ai fini de manger, j'ai lavé mon assiette, je suis monté à l'étage, et je me suis assis sur mon lit, pendant un très long moment. Le lendemain matin, j'étais parti. Pause. Pour les auditeurs qui nous écoutent, c'est moi qui interviens, pas l'auteur de l'histoire, parce que j'ai besoin de m'arrêter sur ce moment, avec vous. Sa famille a manqué sa remise de diplôme, pour organiser une fête, pour un titre de sororité. Pas pour un doctorat, pas pour le prix Nobel, mais pour être vice-présidente d'une sororité. Et le mot disait, félicitations pour ta cérémonie. Comme s'il venait juste, de renouveler son permis de conduire. J'ai vu des gens mettre plus d'efforts dans un simple texto d'anniversaire, que ses parents n'en ont mis pour la remise de diplôme universitaire, de leur propre fils. S'il existait un panthéon des gens qui ne comprennent rien à rien, ces deux-là y seraient intronisés coup sur coup, avec des vestes assorties. Le lendemain matin. On y retourne. Je dois revenir un peu en arrière, avant d'arriver à ce matin-là, parce que je veux que vous compreniez, que le jour de la remise des diplômes n'était pas un incident isolé. C'était le dernier domino, d'une file qui se construisait depuis des années. Ce mot sur le comptoir, n'était pas juste un mot. C'était le résumé, de toute mon existence dans cette maison. Alors, le lendemain matin, j'ai fait un sac. Pas tout, juste ce qui comptait. Des vêtements, mon ordinateur portable, quelques livres, la lettre d'acceptation que j'avais retirée du frigo, et une photo de ma grand-mère. La mère de mon père, qui est décédée quand j'avais 17 ans. Elle était la seule personne de ma famille, qui m'ait jamais fait sentir, que je valais la peine, qu'on me prête attention. Elle m'appelait sa tempête silencieuse, elle disait, les eaux calmes sont les plus profondes. Elle me manquait, chaque jour. Je n'ai pas laissé de mots. Je sais que ça a l'air dur, mais je me suis dit, à quoi bon? Il m'avait laissé un mot concernant des restes, tout en organisant une fête dans le jardin. Si un bout de papier était suffisant pour ma remise de diplôme, alors l'absence de mots était bien suffisante, pour mon départ. C'est de bonne guerre. J'ai conduit jusqu'à l'appartement, pour lequel j'avais déjà signé un bail, 3 semaines plus tôt. Ce n'était pas une impulsion dramatique. J'avais décroché un emploi, dans une société de services financiers en centre-ville, depuis 2 mois. Un poste de débutant. Rien de très glamour, mais c'était un début. L'appartement était un minuscule 2 pièces, situé au-dessus d'une laverie automatique. Ça sentait l'adoucissant à toute heure, ce qui, honnêtement, était assez apaisant, d'une façon étrange. J'ai posé mon sac par terre, je me suis assis sur le matelas à 80 €, que j'avais acheté à un gars sur internet, et j'ai simplement respiré. Pour la première fois de ma vie, j'étais seul, dans un endroit qui m'appartenait. Et le silence, ne faisait pas de mal. Il a fallu 2 jours entiers à mes parents, pour remarquer que j'étais parti. 2 jours. Leur fils de 22 ans fait ses valises et part, le lendemain de sa remise de diplôme, et il faut 48 heures, pour que quelqu'un se rende compte, que la chambre du haut était vide. Maman m'a envoyé un texto le mardi soir. Pas un appel, un texto. Il disait, « Eh, tu es où? Élise veut emprunter ton chargeur. » Pas, « Est-ce que tu vas bien? » Pas, « On a remarqué que tu étais parti. » Juste, « Élise veut emprunter ton chargeur. » J'ai fixé ce texto, pendant un long moment. Puis j'ai répondu, « J'ai déménagé. Je n'ai plus besoin du chargeur. Elle peut le garder. » J'ai éteint mon téléphone. Les appels ont commencé le lendemain. Maman d'abord, puis papa, puis encore maman. J'ai tout laissé aller, sur la messagerie vocale. Le premier message de papa était désinvolte, presque confus, comme s'il n'arrivait pas à assimiler, que j'ai pu faire quelque chose,
sans leur en parler au préalable. Salut mon grand, ta mère dit que tu as déménagé. Un peu soudain. Passe-nous un coup de fil, quand tu en auras l'occasion. Aucune urgence, aucune inquiétude, juste un léger désagrément. Le message vocal de maman était plus émouvant, mais pas de la manière dont on pourrait l'espérer. Noah, c'est vraiment un manque de considération. Tu ne nous as même pas dit que tu partais. Ton père et moi sommes inquiets. Inquiets? Ils étaient inquiets, de la même manière qu'on est inquiet, quand on ne trouve pas la télécommande de la télé. Légèrement agacé. À peu près sûr, que ça finira bien par réapparaître. Je n'ai pas rappelé. Ni ce jour-là. Ni cette semaine-là. Environ une semaine après mon déménagement, Élise m'a envoyé un texto. Celui-ci m'a piqué un peu, parce qu'Élise et moi, nous n'étions pas des ennemis. Nous n'étions pas proches non plus, mais elle n'était pas cruelle. Elle était simplement la bénéficiaire d'un système qu'elle n'avait pas mis en place. Son texto disait « Eh, papa et maman agissent bizarrement. Est-ce que ça va? S'est-il passé quelque chose ?» J'ai longuement réfléchi, avant de répondre. J'ai tapé quelques messages différents. L'un était honnête, un autre était sarcastique, et le dernier disait juste « Je vais bien ». J'ai opté pour le dernier. 3 petits mots, parce que je n'avais pas l'énergie d'expliquer à ma sœur que la chose qui s'était passée, c'était chaque jour de ma vie, dans cette maison. Elle a répondu « D'accord, eh bien, tu nous manques. Viens nous rendre visite bientôt. » Je l'ai presque cru. 3 mois après mon déménagement, maman a débarqué à mon appartement, sans prévenir. Je suis rentré du travail, et elle était assise dans sa voiture, sur le parking. Mon estomac s'est noué, à la seconde où je l'ai vue, parce que j'ai tout de suite compris. Ce n'était pas une visite bienveillante. C'était une mission. Elle avait ce regard-là. Celui qu'elle utilisait quand elle voulait quelque chose, et qu'elle était prête à vous culpabiliser, pour l'obtenir. Elle est sortie, et m'a pris dans ses bras. Et je vais être honnête, pendant environ 2 secondes, c'était agréable. Ensuite, elle s'est reculée, et les premiers mots qui sont sortis de sa bouche ont été « L'anniversaire de ta sœur est le mois prochain, et elle veut vraiment que tu sois là. » Pas de « Je suis désolé. » Pas de « Tu me manques », ni de « Nous aurions dû être là, à ta remise de diplôme. » L'anniversaire de ta sœur. C'était la phrase d'accroche. La raison pour laquelle, elle avait conduit 40 minutes jusqu'à mon appartement. J'ai senti cette vieille engourdissement familier, s'insinuer à nouveau en moi. Cette boîte à fusibles, qui s'éteignait de nouveau. Je vais y réfléchir, ai-je dit. Elle a commencé à dire autre chose, quelque chose sur l'importance de la famille, sur le fait qu'Élise aurait le cœur brisé. J'ai juste répété, je vais y réfléchir, maman. Elle est partie. Je suis rentré à l'intérieur, je me suis assis sur mon lit, et j'ai fixé le plafond, pendant 1 heure. Et quelque chose, en moi, s'est endurci. Pas de manière amère, mais d'une manière qui disait, j'ai fini d'être celui qui s'adapte. J'ai fini de faire le spectacle, pour des gens qui ne regardent pas. Je ne suis pas allé à la fête d'anniversaire d'Élise. Et cela s'est avéré être la première vraie décision, que j'ai jamais prise, pour moi-même. Attendez, 1 minute, parce que j'ai besoin de souligner cela. Elle a conduit 40 minutes jusqu'à son appartement, avec un effort réel, l'argent réel de l'essence, du temps réel. Et sa phrase d'accroche, c'était à propos de l'anniversaire d'Élise. Pas d'excuses, pas de reconnaissance. L'anniversaire d'Élise. Cette femme opère sur une fréquence, sur laquelle je ne peux sincèrement pas me brancher. Capitaine Mémoire Sélective a traversé la ville en voiture, pour recruter son fils invisible, comme figurant pour la fille qu'elle n'a jamais oubliée. Et voici ce que j'aime chez Noah. Il n'a pas crié, il n'a pas claqué de porte, il a juste dit, je vais y réfléchir, à 2 reprises, et l'a laissé retourner à sa voiture. L'énergie de la tempête silencieuse. Bref, regardez ce qu'il va construire ensuite. Les mois qui ont suivi mon absence à l'anniversaire d'Élise, ont été parmi les plus solitaires de ma vie. Je ne vais pas enrober la vérité. Se couper de sa famille, même d'une famille qui vous traitait comme une pensée après coup, ça n'a rien d'héroïque. On a l'impression de se tenir dans une pièce vide, et de se demander si ce silence, c'est de la paix, ou juste une autre forme de douleur. Pendant un moment, je n'arrivais pas à faire la différence.
Je me suis jeté à corps perdu dans le travail. Les chiffres, les tableurs, les projections. Ces choses-là suivaient des règles. Vous fournissiez l'effort, le résultat était prévisible. Les gens n'étaient pas prévisibles. Les gens pouvaient vous aimer, et vous oublier dans le même souffle. Mais un bilan comptable, lui, était honnête. Mon manager à l'agence était un gars du nom de Héron. Ce genre d'ancien militaire sérieux, qui communiquait presque entièrement par des hochements de tête et des grognements, mais qui, d'une manière ou d'une autre, vous donnait l'impression qu'il vous voyait vraiment. Héron ne distribuait pas les compliments comme des bonbons. Alors, quand il m'a dit, après ma première évaluation trimestrielle, que j'étais perspicace et que j'avais de bons instincts, j'ai failli tomber de ma chaise. J'étais en train de construire quelque chose. J'ai acheté un vrai cadre de lit, dans un vrai magasin de meubles. J'ai appris à cuisiner. J'ai fini par devenir plutôt doué pour faire des pâtes, ce qui m'a semblé être une victoire personnelle, bien plus grande qu'elle n'aurait probablement dû l'être. Je courais tous les matins à 5h30, qu'il pleuve ou qu'il vente. J'ai trouvé un café près de mon appartement, où la serveuse, une femme nommée Sutton, s'est souvenue de ma commande après ma 3e visite, et a commencé à me poser des questions sur ma journée. Des petites choses, des choses normales, des choses qui semblaient énormes, quand vous aviez passé 22 ans, à vous sentir comme un fantôme dans votre propre maison. Au bout d'environ 3 mois, Héron est passé devant mon bureau un vendredi soir, y a déposé une carte de visite, sans ralentir le pas, et a dit « Mon pote dirige un cabinet de planification financière, il paie mieux. Appelle le lundi. » Puis il a continué à marcher. Le nom sur la carte, c'était dit qu'on mérite. J'ai appelé le lundi, j'ai passé l'entretien le mercredi, j'ai reçu une offre la semaine suivante. Parfois, les gens qui se soucient le plus de vous, n'en font pas tout un plat. Ils vous ouvrent juste discrètement une porte, et vous laissent décider, si vous voulez la franchir. Dicon était l'opposé exact de Héron, à tous points de vue. Bruyant, expressif, il racontait des histoires qui duraient 15 minutes, et réussissait, d'une manière ou d'une autre, à retomber sur ses pieds, juste au moment où l'on pensait qu'il avait complètement perdu le fil. La cinquantaine, un rire tonitruant, il dirigeait son cabinet comme on dirige un dîner de famille. Si vous aviez une mauvaise idée, il vous le disait franchement, tout en vous faisant sentir intelligent, d'y avoir pensé. Je n'avais jamais rencontré quelqu'un comme lui. Vers cette même époque, j'ai rencontré Waverly. C'était une graphiste, qui travaillait dans le bâtiment voisin du mien. Nous n'arrêtions pas de nous retrouver, dans le même café, au même moment. Je crois que c'était un jeudi. En fait, non, attendez, c'était un mardi. Peu importe. Ça n'a pas d'importance. Sutton, la serveuse, nous a présentés. Elle a dit que nous étions ses 2 clients les plus fidèles, et que nous avions tous les 2 l'air d'avoir besoin d'un ami, ce qui était à la fois la chose la plus directe, et la plus précise, qu'on m'ait dite depuis des années. Waverly était drôle, d'une manière calme. Le genre de personne, qui marmonnait une phrase dévastatrice dans sa barbe, et puis qui buvait doucement son café, comme si elle ne venait pas de terrasser quelqu'un. Intelligente, indépendante, et elle avait cette façon de vous regarder, quand vous parliez, qui vous donnait l'impression d'être la seule personne dans la pièce. Si vous avez suivi cette histoire, vous savez exactement pourquoi cela m'a touché à ce point. Nous avons commencé à sortir ensemble, environ 2 mois après notre rencontre. Je lui ai parlé de ma famille, très tôt. Je ne voulais pas construire quelque chose, sur des fondations fissurées. Elle a écouté toute l'histoire sans m'interrompre, ce qui est plus difficile qu'il n'y paraît, quand quelqu'un vous raconte que ses parents ont, en gros, oublié son existence. Quand j'ai eu terminé, elle est restée silencieuse, pendant une seconde. Puis elle a dit, « Tu sais que tu méritais mieux, n'est-ce pas ?» Pas comme sur une affiche de motivation, mais de manière purement factuelle, comme si elle donnait la météo. Je ne pense pas avoir jamais entendu quelqu'un me dire cela auparavant. Pas aussi clairement. Ma carrière progressait vite. Dicon a commencé à m'emmener aux réunions avec les clients, en tant qu'associé, pas en tant qu'analyste. Je gérais des comptes, je construisais des relations avec des clients, qui possédaient un réel capital, et une vraie confiance dans le cabinet. Mes revenus ont augmenté de manière significative, au cours de cette première année. J'ai remboursé le reste de mon prêt étudiant, d'un seul coup. J'ai déménagé de l'appartement au-dessus de la laverie, pour m'installer dans un véritable 2 pièces, avec un vrai plan de travail,
et des fenêtres qui ne tremblaient pas quand le vent soufflait. Je courais tous les matins. Il y a quelque chose, dans le fait de choisir d'être seul, qui est complètement différent du fait de se sentir obligé d'être seul. L'un est une liberté. L'autre est une cage. Environ 9 mois après la remise des diplômes, j'ai reçu un appel d'Élise. Quelque chose en moi m'a dit de décrocher. Sa voix semblait différente. Plus calme, moins dans la représentation. Elle a dit, « Noah, j'ai besoin de te parler de quelque chose. J'ai besoin que tu m'écoutes, vraiment. » J'ai dit, « D'accord. » Elle m'a dit que les choses à la maison avaient changé, depuis mon départ. Pas de manière dramatique, juste lentement, et de manière inconfortable. Papa et maman se disputaient davantage. Papa était devenu plus silencieux, et passait plus de temps dans le garage. Maman avait pris une mauvaise habitude. Plusieurs cafetières par jour, elle ne dormait plus bien, faisant des commentaires passifs-agressifs sur la façon dont ses 2 enfants l'avaient abandonnée, ce qui était ironique, vu que c'était moi qui avais été abandonné, bien avant de franchir la porte. Ensuite, Élise a dit quelque chose à laquelle je ne m'attendais pas. Je sais qu'ils t'ont traité différemment. Je l'ai toujours su, même quand je faisais semblant du contraire. Je ne savais juste pas comment arranger les choses, sans perdre ce que j'avais. Cela m'a frappé à un endroit, que je ne savais pas encore sensible. Ma petite sœur m'avait regardé être ignorée pendant 22 ans, et elle était restée silencieuse, parce que prendre la parole, aurait pu lui coûter sa place au soleil. Je ne lui en voulais pas. Elle était une enfant, prisonnière du même système détraqué que moi. Mais de l'entendre le dire à voix haute, cela a validé 22 années passées à me demander, si je n'imaginais pas les choses, si peut-être, j'étais vraiment trop sensible, comme maman le sous-entendait toujours. J'ai dit à Élise que j'appréciais son appel. Je n'étais pas en colère contre elle. J'avais besoin de plus de temps, et je n'étais pas prêt à retourner à la table des dîners de famille, et à faire semblant que tout allait bien, juste parce que les fêtes approchaient. Elle a dit qu'elle comprenait, et tout à son honneur, elle n'a pas insisté. Le temps a continué de passer. Pour ma 2e année au cabinet, Dicon a fait de moi un associé junior. J'avais 24 ans, la plus jeune personne qu'il ait jamais promue à ce poste. Il a organisé une petite fête au bureau, juste avec l'équipe et un gâteau de la boulangerie du coin de la rue. Quand il s'est levé, et m'a appelé l'avenir de ce cabinet, j'ai dû fixer très intensément le plafond, pour ne pas m'effondrer. Waverly était là. Elle m'a offert une carte. Sur le devant, il était écrit « Félicitations pour être devenu quelqu'un d'important ». À l'intérieur, de sa propre écriture, « Tu l'as toujours été ». Maintenant, ce sont les autres qui rattrapent leur retard. J'ai gardé cette carte. Je l'ai toujours. J'étais en train de construire une vie, qui ne ressemblait en rien à celle que j'avais laissée derrière moi. Une partenaire qui me voyait, un mentor qui croyait en moi, une carrière qui progressait plus vite que je ne l'avais imaginé, et une estime de moi, que j'avais construite brique par brique depuis la base, parce que personne ne m'en avait jamais fait cadeau. Personne ne m'avait organisé de fête, ni publié de post sur mes accomplissements, avec 3 points d'exclamation et un emoji cœur. J'avais tout construit en silence, de la même manière que j'avais toujours tout fait. Et j'étais heureux. En fait, véritablement heureux. Pas en train de jouer la comédie du bonheur, pas en train de me convaincre que je devrais être heureux, juste heureux. Ce qui est bien sûr, exactement le moment, où mon père a décidé d'appeler. 12 mois après la remise des diplômes, 12 mois de silence de la part de l'homme, qui n'avait pas daigné se déplacer, et puis mon téléphone a vibré, avec un message vocal d'un numéro que je n'avais pas supprimé, mais que j'avais cessé de guetter. J'ai fixé la notification, j'ai posé le téléphone face contre le comptoir, je ne l'ai pas écouté, je n'ai pas. Ok, pause. C'est de nouveau votre hôte, parce que cette prochaine partie est sincèrement, l'une des choses les plus satisfaisantes, que j'ai traitées sur cette chaîne. Vous voyez, Élise a rappelé environ un mois après ce message vocal. Et cette fois, elle n'était pas songeuse. Elle était paniquée. Leur père avait perdu son travail, l'entreprise avait été restructurée, tout son département supprimé, et il le cachait à tout le monde depuis 3 semaines. Voici la partie qui m'a touché. Elle appelait Noah, le gamin silencieux, celui qui mangeait du poulet froid tout seul, le jour de sa remise de diplôme. C'est de lui dont ils ont besoin, maintenant. Le fil invisible devient soudainement la personne la plus importante de la pièce.
Mesdames et messieurs, voilà à quoi ressemblent les conséquences. Regardez comment il gère ça. Vers le 14e mois après ma remise de diplôme, Élise a rappelé. Cette fois, elle était paniquée. Noah, papa a perdu son emploi. Je me suis assis. Qu'est-ce que tu veux dire par il a perdu son emploi? L'entreprise a restructuré. Tout son département a été coupé. Il est au chômage depuis 3 semaines, et n'en a parlé à personne. Maman l'a découvert, quand elle a vu les documents d'indemnité de licenciement, sur son bureau. J'ai assimilé ça calmement. Mon père, l'homme qui avait passé 30 ans dans l'assurance commerciale, qui se définissait entièrement par sa stabilité, et par sa capacité à subvenir aux besoins des siens, était au chômage, et il l'avait caché pendant 3 semaines. Cette partie-là ne m'a pas surpris. La langue principale de ma famille, c'était l'évitement. Ils avaient le prêt hypothécaire. Les heures de maman avaient été réduites au cabinet dentaire. Papa était assis dans le garage, faisant semblant de ranger des outils. « Qu'est-ce que tu veux que je fasse, Élise ?» Un long silence. « Je ne sais pas. J'ai juste pensé que tu devais le savoir. » Je lui ai dit que j'étais désolé de l'entendre. Et j'étais sincère, car quoi que mon père ait pu me faire, ou plus précisément, n'ait pas fait pour moi, je ne lui souhaitais pas de problème financier. Mais j'ai remarqué quelque chose dans la voix d'Élise, une fréquence que je reconnaissais, parce que je l'avais entendue dans ma propre voix, pendant des années. Elle espérait que j'allais arranger ça. Le garçon silencieux, le responsable, celui qui trouvait toujours une solution, sans faire d'histoire. Intervenir, et gérer la situation, que l'enfant prodige et les parents attentionnés, n'arrivaient pas à gérer par eux-mêmes. Et pour la première fois, j'ai ressenti quelque chose, que je n'avais jamais ressenti envers ma famille auparavant. Ni colère, ni tristesse. J'ai ressenti l'ironie cosmique, presque comique, de cet enfant qu'ils avaient oublié, devenu soudainement celui dont ils avaient besoin. Je suis rentré à la maison, et je l'ai dit à Waverly. Elle m'a regardé, avec ce regard posé qui est le sien, et a dit, « Que veux-tu faire ? Pas ce que tu devrais faire. Pas ce qui est la bonne chose à faire. Qu'est-ce que tu veux faire, vraiment ?» Je l'ai aimé, de me poser la question de cette façon. Je ne sais pas encore, mais je ne vais me précipiter sur rien. Au cours des semaines suivantes, j'ai longuement réfléchi, de manière délibérée, à ma famille. J'en ai discuté avec Waverly. J'en ai parlé avec Deacon, qui, bien qu'étant conseiller financier, possédait une intelligence émotionnelle étonnamment solide, pour un gars dont la principale façon d'exprimer ses sentiments, était une poignée de main ferme. Il a dit quelque chose, qui m'a marqué. Noah, tu ne dois à personne l'accès à ta tranquillité d'esprit, pas même à tes parents, et surtout pas à ceux qui ne t'en ont jamais offert. C'était précisément ce que j'essayais de formuler, depuis plus d'1 an. Voici ce que j'ai décidé. J'allais faire le premier pas. J'allais proposer mon aide. Non pas parce qu'il le méritait, mais parce que j'en avais les moyens. Et je préférais être le genre de personne qui aide, plutôt que celui qui ne fait rien. Mais, je le ferai selon mes propres conditions. Avec des limites si claires, qu'on pourrait les voir depuis l'espace. J'ai appelé Élise en premier. Je vais venir à la maison, ai-je dit. Mais j'ai besoin que tu comprennes quelque chose. Je ne reviens pas pour être le gamin silencieux, qui mange du poulet froid, et qui fait comme si de rien n'était. Je reviens en tant qu'adulte, avec des choses à dire, et ils vont m'écouter. Silence pendant 1 seconde. D'accord, c'est juste. Et Élise, je ne fais pas ça pour eux. Je le fais pour moi. Je sais, a-t-elle répondu. Je l'ai cru. J'ai passé la semaine suivante à me préparer, sans rédiger de discours, juste mentalement. J'ai repensé à chaque moment qui m'avait blessé, à chaque silence qui en disait plus long que les mots. Et j'ai pensé à celui que j'étais devenu. L'associé junior. Le gars accompagné d'une femme qu'il aimait. Et d'un mentor qui le qualifiait d'avenir du cabinet. Le gars qui s'était construit lui-même, à partir de zéro, dans un 2 pièces qui sentait l'adoucissant. Je n'étais plus l'enfant invisible. J'ai conduit jusqu'à la maison de mes parents, un samedi matin. J'ai emmené Waverly avec moi, non pas comme un bouclier, mais comme témoin. Je voulais quelqu'un avec moi, qui connaissait le vrai moi. Le moi que j'étais devenu, pas le moi que mes parents avaient décidé que j'étais.
Je me suis garé dans l'allée. La maison paraissait la même, mais fatiguée. Les haies étaient un peu envahissantes. La peinture s'écaillait sur les volets. Le pick-up de papa, garé dans l'allée, recouvert d'une couche de poussière qui m'indiquait qu'il n'avait pas bougé depuis un certain temps. Tout dans cet endroit donnait l'impression d'avoir discrètement renoncé à faire semblant. Waverly a posé sa main sur la mienne. Quoi qu'il se passe là-dedans, on rentrera chez nous ensemble après. J'ai frappé à la porte. Maman a ouvert la porte et m'a dévisagé un instant, comme si elle regardait un inconnu. D'une certaine manière, c'était le cas. Elle était plus mince que dans mes souvenirs, les rides plus creusées autour de ses yeux, elle portait un vieux gilet que j'ai reconnu, de l'époque où j'étais au collège. Elle avait l'air fatiguée, d'une manière bien plus profonde qu'un simple manque de sommeil. Noah. Sa voix s'est brisée sur la deuxième syllabe. Salut, maman. Elle m'a serré dans ses bras. Je l'ai laissé faire. Je lui ai rendu son étreinte, de la façon dont on enlace quelqu'un à des funérailles. Présent, mais mesuré. J'ai présenté Waverly, et maman a fait ce truc qu'elle fait, où elle essaie d'être accueillante, tout en étant clairement déstabilisée par le fait que son fils avec qui elle est en froid, est débarqué avec une femme qu'elle n'avait jamais rencontrée. La maison avait la même odeur, celle du café et de ce spray à la lavande, que maman utilisait sur les rideaux, mais elle semblait différente, plus silencieuse, plus petite. Papa était dans le salon. Il s'est levé quand je suis entré, et la première chose que j'ai remarqué, c'est qu'il avait mal vieilli. Pas de façon progressive, mais de la façon dont les gens vieillissent, quand quelque chose se brise à l'intérieur d'eux. Il avait perdu du poids, ses cheveux étaient plus gris, ses yeux creusés, d'une manière que je reconnaissais, pour l'avoir vécu lors de mes pires journées. Mon fils. C'est tout ce qu'il a dit. Papa. Nous ne nous sommes pas enlacés. Nous sommes juste restés plantés là. Deux hommes séparés par environ 2,5 mètres, et par 22 années de choses qui auraient dû être dites, mais qui ne l'avaient pas été. Élise est arrivée 10 minutes plus tard, m'a serré fort dans ses bras, et a chuchoté « Merci d'être venu ». Puis elle a immédiatement regardé Waverly et a dit « Oh, Dieu merci. Tu as l'air d'une personne normale. » J'avais peur qu'il débarque avec quelqu'un, qu'il ait aussi des rapports financiers pour s'amuser. Waverly a ri. J'ai failli le faire, moi aussi. Nous nous sommes assis dans le salon, pendant quelques minutes. Personne n'a rien dit d'important. Maman a proposé du café. Papa a parlé de la météo, la scène la plus douloureusement familière de toute ma vie. Tout le monde jouait la carte de la normalité, alors qu'un éléphant de la taille d'un train de marchandises était assis dans le coin de la pièce. Alors, j'ai mis les pieds dans le plat. Je ne suis pas venu ici pour parler de la pluie et du beau temps. Ma voix était calme et posée. Je suis venu parce qu'Élise m'a parlé du travail de papa, et je veux vous aider. Mais avant que nous parlions de quoi que ce soit d'autre, il y a des choses que je dois dire, et j'ai besoin que vous m'écoutiez vraiment. Pas hocher la tête, et changer de sujet. Pas me dire que je suis trop sensible. Mais bien m'écouter. Maman a ouvert la bouche. J'ai levé la main. S'il te plaît, laisse-moi juste parler. J'ai pris une grande inspiration. Le jour de la remise des diplômes, le 17 mai. J'ai traversé la Seine, et j'ai récupéré un diplôme, pour lequel j'ai travaillé pendant 4 ans. J'ai gardé un emploi. J'ai payé moi-même mes études. Aucun de vous deux n'était là. Vous étiez dans le jardin en train d'organiser une fête pour Élise, parce qu'elle a été nommée vice-présidente de sa sororité. Quand je suis rentré à la maison, toujours avec ma toge et mon chapeau, il y avait un mot sur le comptoir, qui disait qu'il y avait des restes dans le frigo. J'ai mangé du poulet froid tout seul à la table de la cuisine, pendant que je pouvais vous entendre tous rire, dehors. Le visage de maman s'est effondré. Papa a fixé le sol. Ce n'était pas la première fois. Mais c'était la dernière fois. La dernière goutte d'eau, d'une série qui remonte aussi loin, que je me souvienne. La voiture qu'elle a eue, et que je n'ai pas eue. Les dîners pour fêter ses réussites, alors que les miennes avaient droit à un « c'est bien, mon chéri ». La lettre d'acceptation, que j'ai mise moi-même sur le frigo, et qui est restée là pendant 2 jours, avant que quelqu'un ne la remarque. Je ne dis pas que vous êtes de mauvaises personnes. Je ne dis pas que vous ne m'avez pas aimé. Je dis simplement, que vous ne m'avez jamais vu. Et il y a une différence entre ne pas aimer quelqu'un, et ne pas le voir.
mais les dégâts sont à peu près les mêmes, quand c'est vous, qui êtes invisible. La pièce était si silencieuse, que je pouvais entendre le tic-tac de l'horloge sur la cheminée. Élise pleurait doucement. Je ne l'ai pas regardée, car je savais que si je le faisais, je perdrais mon sang-froid. Papa a parlé en premier, la voix rocailleuse. Noah, je ne réalisais pas que c'était à ce point-là. Je sais que tu ne t'en rendais pas compte. C'est bien là le problème. Il n'aurait pas fallu que je parte, pour que vous remarquiez que j'étais là. Maman pleurait à chaudes larmes, maintenant. Je suis tellement désolée, a-t-elle dit, sans chercher d'excuses, sans essayer de se justifier. Juste ça, encore et encore. Je l'ai laissée pleurer. Je ne me suis pas précipité pour la réconforter. J'avais passé ma vie entière à gérer les émotions des autres, au détriment des miennes, et j'en avais fini avec ça. Ensuite, j'ai dit, voici ce que je suis prêt à faire. J'ai bien réussi dans ma vie. J'ai les moyens de vous aider avec le prêt hypothécaire, le temps que papa trouve un nouveau poste. Je peux le mettre en contact avec des personnes de mon réseau qui ont des pistes, mais je ne le fais pas en tant que fils reconnaissant, simplement heureux d'être de nouveau invité à la table. Je le fais en tant qu'adulte, qui choisit d'apporter son aide. Et vous devez comprendre, que cela n'efface pas ce qui s'est passé. Cela ne répare pas nos relations du jour au lendemain. C'est juste moi, agissant comme le genre de personne que je veux être. Papa m'a regardé, et pour la première fois de ma vie, j'ai vu quelque chose dans ses yeux, qui n'était ni de la distraction, ni de l'indifférence. C'était du respect, pas le genre de façade que l'on accorde aux étrangers. Du respect véritable. Le genre qu'on accorde à quelqu'un, qui vient de vous montrer exactement qui il est, et qui n'a pas scié. Tu as grandi, a-t-il dit doucement. Il a bien fallu. Personne n'allait le faire à ma place. La remarque a atteint son but, comme je l'avais prévu, non pas comme une arme, mais comme un fait. Un fait simple, et irréfutable. Nous avons parlé pendant encore 1 heure. Pour régler des aspects pratiques. Les détails du prêt. Les pistes d'emploi pour papa. Pour d'autres choses plus difficiles. Maman essayant de s'expliquer, sans se chercher d'excuses. Élise admettant qu'elle savait, et qu'elle avait gardé le silence. Papa luttant pour exprimer des sentiments, qu'on ne lui avait apparemment jamais appris à ressentir. Ce n'était pas une scène de film. Personne n'a prononcé un discours, qui a tout réparé du jour au lendemain. C'était brouillon, c'était inconfortable et inachevé, ce qui est exactement à quoi ressemblent les vraies relations. Avant que je ne parte, papa m'a accompagné à la voiture, il est resté là avec les mains dans les poches, et a dit, ce message vocal que je t'ai laissé. L'as-tu déjà écouté? Non. Il a hoché la tête. Ce n'était pas un bon message. Je n'ai pas dit les bonnes choses. Je ne sais jamais comment te dire les bonnes choses. C'est de ma faute. C'était ce que mon père s'était le plus rapproché, de vraies excuses. Peut-être qu'un jour tu pourras réessayer, ai-je dit. En personne. Il m'a regardé avec les yeux humides, et a hoché la tête. Waverly et moi, avons fait le trajet du retour en silence. Elle m'a tenu la main pendant tout le trajet. Quand nous nous sommes garés, elle a demandé, comment te sens-tu? J'y ai réfléchi pendant 1 seconde. Léger, ai-je répondu. Je me sens léger. Ok, attendez. Parce que cette confrontation était chirurgicale. Pas de cris, pas d'effondrement, pas de supplication pour obtenir des excuses. Il est entré, a dit exactement ce qui devait être dit, a offert exactement ce qu'il était prêt à donner, et est reparti selon ses propres conditions, avec sa femme. C'est à cela que ressemble la prise de responsabilité, sans autodestruction. La plupart des gars auraient, soit fait exploser toute la pièce, soit tout ravalé sans rien dire. Noah n'a fait ni l'un ni l'autre. Il est entré comme quelqu'un qui avait déjà gagné, et il s'est assuré qu'il le sache. Il a bien fallu. Personne n'allait le faire à ma place. Écrivez ça quelque part. Vous verrez. La mise à jour est excellente, elle aussi. La mise à jour finale. C'était il y a environ 1 an. Papa a trouvé un nouveau travail, grâce à un contact de Dicon. Une entreprise plus petite, un travail stable. Pas très prestigieux, mais honnête, ce dont il avait plus besoin que d'un titre, à mon avis. Maman et moi nous parlons au téléphone, toutes les 2 semaines.
C'est encore un peu tendu, comme deux personnes apprenant une langue, qu'elles auraient dû parler depuis des années, mais c'est sincère. Élise et moi nous parlons régulièrement, désormais. De vraies conversations, pas de simples prises de nouvelles superficielles. Elle m'a demandé des conseils professionnels, le mois dernier. C'était la première fois qu'elle faisait ça. Je lui ai donné un avis honnête, et elle en a vraiment tenu compte. Ça a signifié beaucoup, pour moi. La relation entre mes parents et moi n'est pas réparée. Nous ne sommes pas une famille de sitcom, qui règle ses problèmes avec un câlin autour d'une tarte, en oubliant 22 années passées. Nous sommes un chantier en cours. Mais la différence, c'est que je ne me présente plus, en jouant un rôle pour obtenir leur approbation. Je viens quand je le choisis, selon les conditions que je fixe, et je pars quand j'en ai besoin. Dicon a officiellement pris sa retraite, le mois dernier. Il m'a remis les clés du cabinet. Nous étions tous les deux un peu émus, et je n'ai pas la moindre honte, à l'admettre. J'ai 27 ans, et je dirige mon propre cabinet de gestion de patrimoine. Laissez-moi le répéter, parce que j'ai encore du mal à y croire. Waverly et moi, avons emménagé ensemble. Elle a accroché un tableau encadré dans le couloir, qui dit « Les eaux calmes sont les plus profondes ». Chaque fois que je passe devant, je pense à ma grand-mère. Je n'ai toujours pas écouté ce message vocal. Je ne le ferai probablement jamais. Il appartient à une version de moi, et à une version de mon père, qui n'existe plus. Peu importe ce qu'il a dit dans ces 1 minute et 43 secondes, il l'a dit à un petit garçon qui était invisible. Je ne suis plus ce petit garçon. Et la prochaine fois que mon père aura quelque chose à me dire, je veux qu'il le dise à l'homme que je suis devenu, en face à face, à voix haute, pour que je puisse regarder dans ses yeux, et savoir qu'il est sincère. Si vous ne devez retenir qu'une chose de cette histoire, ce n'est pas que votre famille finira par changer d'avis. Ce n'est pas, non plus, que la patience finit toujours par payer. C'est beaucoup plus simple que ça. Il faut arrêter d'attendre les gens qui ont oublié de vous chercher, et vous devez construire quelque chose, qu'ils ne pourront pas ignorer. Pas pour eux. Mais pour vous. Pour la version tempête silencieuse de vous-même, qui a toujours valu la peine, qu'on lui prête attention. Alors, si vous avez été le membre invisible dans votre propre famille, celui qui mangeait le poulet froid, qui lavait l'assiette, et qui allait se coucher sans dire un mot, qu'auriez-vous fait différemment? Et où en êtes-vous, maintenant? Dites-le nous dans les commentaires. Je veux savoir. Écoutez, Noah n'est pas un super-héros. C'est juste un gars, qui a mangé du poulet froid tout seul le jour de sa remise de diplôme, et qui a décidé que ce serait la dernière fois. Il n'a pas fait exploser sa famille, il n'a pas pratiqué la politique de la terre brûlée. Il a simplement construit, en silence, quelque chose qu'il ne pourrait plus ignorer, et puis, le moment venu, il a franchi la porte, et a dit ce qu'il avait sur le cœur, sans jamais scier. Ce n'est pas une histoire de vengeance. C'est un plan d'action. Laissez vos pensées ci-dessous. Auriez-vous écouté ce message vocal? Faites-le nous savoir. Et si vous n'êtes pas encore abonné, cliquez sur ce bouton, car la prochaine histoire arrive bientôt, et très honnêtement, vous ne voulez pas la rater.